Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information au sommaire. Visite officielle du président du Faso à son homologue djiboutien. 72 heures durant, les questions de coopération entre les deux pays seront principalement à l'ordre du jour. Audience hier au Premier ministère burkinabé, une délégation de l'ambassade des États-Unis au Burkina et le contrôleur général d'État ont rencontré hier le Premier ministre. Bilan et perspective est au cœur des échanges. Clôture hier également de la première session 2021 du comité de prévision sur la sécurité alimentaire. Les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021 ont été validés. Voilà pour les titres. Merci de nous retrouver en cet après-midi. Débutons ce journal avec ce déplacement du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé hier à Djibouti. Une visite officielle de 72 heures qui permettra au chef de l'État burkinabé et son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh de passer en revue la question de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le calendrier du séjour du président Kaboré prévoit plusieurs activités, notamment la rencontre avec les Burkinabés vivant dans ce pays, un discours solennel à l'Assemblée nationale et la signature de 3 accords dont l'un sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services. Abdelrahim. Échange entre le président du Faso et la communauté burkinabé vivant à Djibouti. Pendant plus d'une heure d'échange, ces burkinabés ont été imprégnés de la vie de leur pays. Le chef de l'État a profité de leur faire le point du processus électoral de novembre dernier et abordé l'objet de sa visite qui est le renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Djibouti. Et donc pour cette visite qu'on va entreprendre demain, voir un peu comment nous pouvons avoir des accords de coopération de nos deux pays, même si on est très lointain, et voir un peu également quel type de coopération entre deux pays africains nous pouvons mener ensemble. Deuxièmement, je pense également que c'est un échange de vues qui nous permet de, comme je dirais, de pouvoir uniformiser nos vues, aussi bien sur les questions africaines que sur les questions également qui sont les questions qui concernent la pandémie, les questions économiques, etc. Les ressortissants du Burkina Faso vivant à Djibouti ont salué cette démarche du président du Faso, occasion pour eux de soumettre leurs doléances. Il s'agit du renforcement des relations entre les deux pays afin de faciliter leurs activités. Aujourd'hui, nous sommes en de très bonnes relations avec ce pays. Nous y vivons très aisément. Cependant, si le chef d'État peut négocier avec son homologue afin qu'on nous supprime le visa d'entrée, ça va faciliter les échanges aussi bien au plan humain que matériel entre le Burkina et Djibouti. Djibouti est un pays de l'Afrique de l'Est. D'une superficie de 23 000 km², le pays compte moins de 1 million d'habitants. Ils sont environ une dizaine de Burkinabés qui y vivent et travaillent essentiellement pour le compte de structures humanitaires. Prévue pour 72 heures, la visite du président du Faso à Djibouti s'achève le 28 janvier 2021. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré a reçu hier à la primature une délégation de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso et le contrôleur général d'État à l'occasion remise du rapport d'activité 2019 pour l'autorité supérieure de contrôle d'État et question de coopération entre Washington et Ouagadougou pour l'ambassade américaine était à l'ordre du jour. Michael Tougri vous fait le point. Après le président du Faso, le 18 janvier dernier, c'est au tour du Premier ministre de recevoir le rapport général d'activité de l'ASE-LC. 2 rapports d'activité 2018 et 2019 sont ainsi remis à Christophe Dabiré. Le rapport général d'activité 2018 est consacré sur le décret de procédure d'entente directe, la dette intérieure et les baux administratifs. Celui de 2019 met en évidence le travail effectué par les corps de contrôle administratif. Le rapport 2018 met le doigt sur les baux administratifs. Il montre bien que l'État est dans des situations de location de bâtiments qui parfois ne répondent pas aux
conditions de travail. Et la recommandation forte qui a été faite est que l'État revienne à une politique de construction de cités administratives pour une plus grande efficacité de l'administration. De la même manière, nous avons évoqué la question de la dette intérieure, et notamment de la dette irrégulière, où il y a véritablement un problème, puisque dans la dette intérieure, la dette irrégulière est supérieure à la dette régulière. Donc, il y a lieu d'apurer cette dette intérieure pour permettre un meilleur fonctionnement de notre économie. Autre rapport remis au Premier ministre mardi, celui de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. De façon générale, le rapport annuel d'activité fait ressortir une amélioration de la qualité du service du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Cette année, nous disons qu'il y a une amélioration. En ce sens que, au niveau de la production, nous avons une augmentation de la production de près de 7%. Nous avons eu moins de coupures. Nous avons eu moins de délestage. Je pense que les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, Sonabel, cette fois-ci, pour la 4e fois, elle n'est pas déficitaire. Ce qui dénote une amélioration au niveau de sa gestion, au niveau des sources d'énergie qui sont employées. Mais avant, Mariam Guy Nikima et Luc Marius Ibriga, le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Entre les deux personnalités, il a été question de parler coopération bilatérale entre le pays des hommes intègres et celui de l'oncle Sam. Revenons sur cette entité d'autorité supérieure du contrôle d'État. Le contrôleur général de l'État est-il en droit de continuer d'exercer sa fonction plus de 5 ans après sa nomination? La question se pose car les nouveaux textes stipulent que le poste de contrôleur général d'État est soumis à un appel à candidature. Le contrôleur d'État Luc Marius Ibriga parle de son maintien à la tête de cette institution. Écoutons-le, il est au micro de Michael Tougré. Si vous prenez les nouveaux textes de la SELC, il est dit que le contrôleur général d'État est recruté par voie d'appel à candidature, désigné par le conseil d'orientation de la SELC et ensuite nommé par le chef de l'État pour un mandat de 5 ans. Mais jusqu'à présent, les textes concernant les modalités de recrutement du contrôleur général d'État n'ont pas encore été adoptés. Ce faisant, en tant que contrôleur général d'État qui a été nommé sous la transition, tous les textes préparatoires ont été déposés auprès du gouvernement. Il appartient au gouvernement de prendre la décision d'adopter les textes pour qu'on lance le processus d'appel à candidature et de désignation du contrôleur général d'État. Sinon, oui, nous en avons parlé non seulement avec le Premier ministre, mais nous en avions déjà parlé avec le chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État nomme le contrôleur général d'État, il est nommé pour un mandat unique de 5 ans. Donc, or, je suis dans ma sixième année. Je ne suis pas dans l'illégalité dans la mesure où les textes ne sont pas adoptés, les textes d'application ne sont pas adoptés. Si les textes d'application avaient été adoptés et que, malgré tout, je m'accroche à la branche ASELC, là, on dira que je suis dans l'illégalité et vous auriez pu, par vos écrits, me mettre à la porte. Mais pour l'instant, je suis disponible. Aujourd'hui, les textes d'application n'ayant pas été adoptés, à tout moment, il peut être mis fin à mes fonctions. Série d'audience aussi chez le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Alassane Balassah Condé, a reçu hier une délégation de l'ambassade du Japon, des anciens présidents de l'Assemblée nationale burkinabé, un sénateur français et un centre parlementaire canadien. Toutes ces personnalités sont venues le féliciter pour sa réélection à la tête de l'hémicycle. Denis Ida avec la voix de Nelly Tapsoba. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale sont venus féliciter Balassah Condé pour sa réélection en tant que député, mais aussi en tant que président de l'institution. Les échanges entre l'ancienne et la nouvelle génération de parlementaires s'est articulé autour de plusieurs sujets importants, selon le porte-parole des anciens présidents. Mais le sujet le plus marquant était celui relatif à leur statut et à celui des anciens premiers ministres. Nous avons abordé
la question du statut des anciens présidents d'Assemblée et des anciens premiers ministres. C'est un débat qui date des années 70 et c'est un document, un texte, une loi qui avait été d'ailleurs examinée sous le président de l'Assemblée à l'époque, Roch Kaboré, qui l'avait reprise, ce que moi j'avais déjà fait ici. Et le texte avait été envoyé au gouvernement qui avait donné son OK. C'est en décembre 2012 que ça a raté parce que le texte est parti à la CAGI, qui était à cette dernière réunion, cette dernière délibération, et malheureusement, on n'a pas pu faire le rapport à la plénière. C'est uniquement ça qui a fait. Mais aujourd'hui, le texte peut très bien être discuté par l'Assemblée. Il n'a pas besoin de retourner au gouvernement parce que notre Constitution prévoit que dès lors qu'un texte a été soumis à la délibération du Conseil des ministres, si dans les 2 mois qui suivent, s'il ne s'est pas prononcé dessus, l'Assemblée nationale passe outre et adopte la loi. Et c'est à ce stade dont on peut très bien le faire aujourd'hui. Mais en fait, ce auquel nous tenons beaucoup, c'est que des personnalités qui ont été les deuxièmes personnalités de la République et qu'ils soient dans des conditions acceptables. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu en audience le sénateur français Olivier Cadic. Il est également venu féliciter Alassane Bala Sakandé pour sa réélection. Les 2 hommes ont aussi discuté de questions telles que la réconciliation nationale. La lutte contre le terrorisme s'est aussi invitée au débat. Le sénateur français affirme que c'est main dans la main qu'on peut venir à bout de ce fléau. Dans ce domaine, il m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit le Burkina Faso doit être une digue contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'il passe ici. Menons un combat commun et que cet engagement aux côtés du Burkina Faso face au terrorisme, c'est un message. Nous leur avons porté des coups durs lors de l'année dernière et il faut impérativement continuer. Bien avant ces 2 audiences, le président de l'Assemblée nationale a d'abord reçu une délégation de l'ambassade du Japon ainsi que le centre parlementaire canadien. Tous étaient là pour féliciter Alassane Bala Sakandé pour sa réélection à la tête de l'hémicycle. Hier 26 janvier, la Cour des comptes a rendu public lors d'une conférence de presse son rapport de 2019. Le rapport fait un contrôle de conformité des actions des structures publiques. Il présente également des recommandations pour une meilleure gestion dans les services publics. Djeneba Diallo et Abdoulaye Migné. Le rapport de la Cour des comptes fait le point de la gestion financière des structures contrôlées tout en mesurant leur conformité à la réglementation. Il ressort que des dysfonctionnements sont constatés dans la gestion des différentes structures. Il s'agit entre autres du CHR de Koudougou, du Conseil régional du Centre-Est et de la LONABé. Contrôle du CHR de Koudougou, il y avait des produits inflammables qui étaient entreposés avec des médicaments. Il y avait des infiltrations d'eau dans la salle d'entreposage des médicaments. Alors, comment faut-il qualifier ce manquement? La LONABé a accordé une subvention assez importante, plusieurs dizaines de millions, à une association de femmes de Bagré, qui sont des produits du riz, ils veulent décortiquer du riz et ils voulaient donc acquérir une machine, une décortiqueuse. Et plusieurs années après, les dames n'avaient pas encore eu cet argent, alors que la somme était débloquée. Le rapport 2019 de la Cour des comptes fait également des recommandations pour une meilleure gestion de la chose publique. S'agissant du fonctionnement des structures sous tutelle, la Cour a suggéré, entre autres, au gouvernement de veiller au respect de la réglementation générale des marchés publics. Au titre des EPE, des sociétés d'État et des collectivités territoriales, la Cour a suggéré à l'exécutif à l'élaboration et à l'adoption des plans de développement, des programmes annuels d'activité et des rapports d'activité pour les collectivités territoriales, à l'évaluation du personnel conformément à la réglementation en vigueur. S'agissant des dispositifs de contrôle interne, de gestion et d'audit interne,
la Cour a suggéré au gouvernement de veiller à la mise en place d'un référentiel de contrôle interne au sein de l'administration publique. La Cour annonce également des innovations qui vont permettre d'être plus efficace dans le contrôle des actions des structures publiques. Je pense que la Cour va passer à une vitesse supérieure qui va être maintenant le contrôle de performance. Où se dit, vous avez ça, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est le plus souvent regarder comment vous avez utilisé, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'aujourd'hui les conseils d'administration qui dirigent nos sociétés, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles jouent leur rôle? Si vous avez de la Sonabi à la Sonagès, en parlant de l'ONEA, le Sonabel, est-ce que les conseils d'administration jouent leur rôle? Est-ce qu'un conseil d'administration doit sanctionner un directeur, mal noter un directeur parce qu'il n'a pas respecté la gestion votée en décembre pour toute l'année? Il y a tout ça qu'il faut qu'on commence à regarder. Est-ce qu'un conseil d'administration doit exiger dans une entité qu'on mette en place un conseil de discipline qui soit fonctionnel? On ne le sent pas. Créée en 2000, la Cour des comptes est la juridiction supérieure du contrôle des finances publiques. Contrairement à l'AEC-LC, la Cour a un pouvoir juridictionnel. Les responsables suggèrent de modifier la loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes pour la rendre plus efficace. Débutée lundi, la première session 2021 du comité de prévision sur la sécurité alimentaire s'est achevée hier. Au terme de 2 jours de rencontres, les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021 ont été validés. Plus de précisions avec Ami Valiant sous la voix de Nelly Tapsoba. Malgré les difficultés que le pays traverse cette année, la situation alimentaire et nutritionnelle reste satisfaisante. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de l'Agriculture au terme de cette rencontre du comité de prévision sur la sécurité alimentaire. Comme principale conclusion de cette première session 2021 du comité de prévision sur la sécurité alimentaire, il ressort un excédent céréalier brut de 109 321 tonnes malgré la baisse de superficie de 4%. Nous pouvons dire aussi que dans le cadre du riz, nous sommes arrivés à avoir cette année 20% de surplus par rapport à l'année dernière et 31% de surplus par rapport aux 5 dernières années. Ça veut dire quand même que cette année particulièrement, on a vu qu'il y a une baisse des superficies emblavées, notamment près de 181 000 hectares, soit environ 4% de superficie emblavée. Cependant, nous avons vu une augmentation de la production. Ce qui veut dire que c'est surtout l'appui qui a été apporté aux producteurs qui ont fait qu'il y a eu une augmentation des rendements. Au plan pastoral, il ressort une disponibilité fourragère pouvant couvrir 107% des besoins animaux. Malgré ces bonnes performances réalisées aussi bien dans la production céréalière, pour le ministre de l'Agriculture, des populations connaîtront une situation alimentaire difficile, notamment celle du Nord, confrontée à plusieurs facteurs de risque. Nous avons mis des mécanismes pour pouvoir, comme la Sonagère pour acheter, pour mettre en place des boutiques qui vont permettre aux gens de venir acheter les céréales, et cela à partir du mois de mars. Donc c'est pour dire que nous essayons de faire en sorte que là où il y a beaucoup plus de production, mettre en place des systèmes de stockage, de warrantage pour permettre maintenant de décongestionner et permettre maintenant d'aller vers les zones déficitaires. Pour faire face aux différents défis, la session a formulé une série de recommandations, notamment des mesures d'urgence à court et moyen terme. Ces recommandations seront transmises au gouvernement pour examen, selon Salif Ouetraougou. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Clément Sawadgo, a effectué une visite dans les locaux de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la Direction générale de la protection civile. Le ministre a tenu à prendre contact avec ces 2 entités qui relèvent de son ministère pour s'imprégner des réalités de ces institutions. Sanata Serré. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, dans les locaux de la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette visite de Clément Sawadgo se veut une prise de contact avec les soldats du feu et vise selon lui à examiner l'état des lieux en matière de protection civile. Une visite qui a permis au ministre de toucher du doigt leurs réalités. Après la BNSP, c'est la Direction générale de la protection civile qui a reçu la visite du ministre. La Direction générale de la protection civile est la structure qui gère dans sa globalité cette mission de protection civile
On peut dire que la BNSP est le bras actif. Donc j'ai voulu dédier cette journée de visite à ces deux entités. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre, qui est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une situation qui peut porter atteinte à la sécurité, à la dignité humaine, il est nécessaire qu'immédiatement l'on puisse trouver une personne qui vient au secours. Et en général, ces personnes-là sont ceux que l'on appelle les sapeurs-pompiers, dont la devise est « sauver ou périr », vous voyez bien. Occasion pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de soumettre au ministre leurs préoccupations. Des préoccupations qui sont notamment d'ordre matériel. Nous sommes un pays où la question des moyens fait toujours problème. Les priorités se bousculent et le budget de l'État n'arrive pas toujours à trouver ce qu'il faut pour que les structures fonctionnent avec beaucoup d'efficacité. Mais je dois quand même vous dire qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts. Quand on voit le potentiel en matière de logistique dont dispose la BNSP, quand on voit ce siège et le matériel dont dispose la Direction générale de la protection civile, tout ça n'existait pas il y a 10-15 ans. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est réjoui de l'évolution des ressources humaines de la BNSP, qui de 600 hommes en 2010 est passé de nos jours à plus de 2000 hommes, dont 127 femmes. Clément Sawadogo a du reste réaffirmé au cours de cette visite ses encouragements aux soldats du feu pour le travail abattu au quotidien. Paix et cohésion sociale au Burkina Faso. La coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale s'active dans sa mission. Lors d'une rencontre tenue ce vendredi avec les forces vives de Bobo-Dioulasso, elle a recommandé entre autres la promotion des mécanismes traditionnels de résolution des conflits, la promotion de la tolérance, le pardon et toutes les valeurs prônées par les humains. Les détails avec Joseph Koudgo, notre correspondant. Dans le cadre de sa tournée, la caravane de la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale a marqué une halte dans la ville de Bobo-Dioulasso. Cette caravane a réuni les leaders communautaires locaux de la région des Hauts-Bassins pour mener des réflexions sur la notion du vivre ensemble. À l'issue d'une demi-journée de discussion, une déclaration a été formulée à l'endroit des autorités administratives afin de répondre aux besoins de la sécurité. Aujourd'hui, nous venons de recevoir la déclaration dite déclaration de Bobo-Dioulasso. Une déclaration dans laquelle il y a de fortes recommandations. Nous avons pris l'engagement au nom du gouverneur de transmettre ces recommandations à qui de droit. Et nous avons pris l'engagement nous-mêmes, pour tout ce qui est au niveau local, de nous atteler à mettre en œuvre ces recommandations de concert avec tous les acteurs, les religieux, les coutumiers, et tout l'ensemble en tout cas des acteurs au niveau de notre région, pour que nous puissions ensemble voir dans la même direction et pouvoir amener la paix et la cohésion sociale dans notre région et dans le Burkina tout entier. Cette étape est décisive selon la coalition Jam pour la paix et la cohésion sociale. Nous avons pris en compte tout le Grand Ouest, tous les leaders d'opinion de toutes les régions, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, les leaders coutumiers, les organisations de la société civile, les associations socio-professionnelles, les groupes d'autodéfense sont tous représentés ici. Et ce qui est sorti des déclarations, des ateliers ici, on peut dire que ce sont des recommandations fortes. Parmi ces recommandations, les points spécifiques ont été élaborés pour l'étape de Bobo-Dioulasso. On a demandé par exemple le retour de tous les exilés politiques, pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. On a aussi demandé à ce qu'au niveau national, tous les critères de choix des candidats aux postes électifs soient révisés afin que des personnes de mauvaise moralité ne représentent pas le peuple à l'Assemblée nationale. La coalition Jam pour la paix, à travers cette caravane, dit être confiante pour le retour de la paix au Burkina Faso. Cette caravane, faut-il le rappeler, fait suite aux rencontres tenues dans 6 autres régions du Burkina Faso.
Après Bobo Dioulasso, direction Banfora, où la direction générale des impôts a effectué sa 6e rentrée fiscale ce jeudi. Rentrée qui s'est accentuée sur la digitalisation de la gestion domaniale foncière et cadastrale pour une sécurisation foncière au service du contribuable. Joseph Koudgou nous revient pour le compte-rendu. À l'ordre du jour de cette rentrée fiscale 2021 de la Direction générale des impôts dans la région des Cascades, le bilan de l'année 2020 et les défis pour 2021. L'année fiscale 2020 qui vient de s'achever a été assez éprouvante pour les finances publiques, les contribuables et le personnel de la DGI à cause de l'impact négatif de la situation sécuritaire et sanitaire. En effet, sur une prévision annuelle de 843 milliards, la DGI a recouvré 860 milliards pour le budget de l'État, soit un taux de réalisation de 101,9%. Pour les budgets des collectivités territoriales, 30 milliards ont été recouvrés sur une prévision annuelle de 34 milliards, malgré la suspension de la perception de certains impôts locaux en raison de la maladie de la COVID-19. Au titre des actions majeures qui ont fortement contribué à l'atteinte de ces performances de recouvrement, on retiendra le dynamisme insufflé par l'équipe dirigeante, la dématérialisation des procédures fiscales, la promotion du civisme fiscal, le renforcement de la lutte contre la fraude, l'amélioration de la gestion domaniale foncière et cadastrale. 6e du genre, cette édition a été placée sous le signe de la digitalisation de la gestion domaniale, foncière et cadastrale pour une sécurisation foncière au service du contribuable. Et pour l'année 2021, des nouvelles mesures fiscales seront en vigueur. L'année 2021 sera incontestablement celle des grands défis pour la DGI. En effet, elle devra s'atteler à mettre en œuvre les mesures nouvelles de la loi de finances et surtout recouvrer 944 milliards, soit plus de 100 milliards par rapport à l'année 2020. Pour réussir ce challenge, nous devons redoubler d'ardeur à la tâche, réajuster nos méthodes de travail et nos comportements. Toutefois, il est certain que nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires, que sont les contribuables et tous les usagers de nos services. Pour 2021, les actions qui seront menées seront orientées vers l'amélioration du service aux contribuables. La poursuite de la digitalisation et le renforcement de la communication seront deux axes majeurs. Et c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve ce soir après le journal de 20h pour votre émission de sécurité routière et je vous dis à demain 13h pour le journal.